Lennoxville au Québec, juin 2007. Une rue tranquille, une demeure familiale sans histoire, et un secret qui hante les cantons de l'Est depuis près de 20 ans. Rachel Wratmal avait 31 ans, une carrière stable au gouvernement fédéral et une vie profondément ancrée dans sa communauté. Mais le vendredi 29 juin, le silence de la rue Downs est brisé par l'horreur. Une scène de crime d'une violence inouïe, un mari qui s'évapore dans la nature et un véhicule retrouvé abandonné aux abords de l'aéroport de Montréal. Aujourd'hui, nous explorons les méandres du dossier SBK 0706 29 027 pour comprendre comment une promesse d'avenir s'est transformée en un cauchemar judiciaire. Bienvenue sur Traces perdues. Si vous souhaitez soutenir notre travail de recherche et honorer la mémoire des victimes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Votre engagement est essentiel pour que la vérité ne soit jamais oubliée. Pour comprendre l'ampleur du vide laissé par la disparition de Rachel Wratmal, il faut d'abord s'imprégner de l'atmosphère unique de Lennoxville, ce petit bastion anglophone niché au cœur des cantons de l'Est, au Québec. En ce mois de juin 2007, la ville respire au rythme de la fin de l'année universitaire et de la douceur de vivre qui caractérise cette région vallonnée. Lennoxville n'est pas simplement un quartier de Sherbrooke, c'est une communauté serrée, presque insulaire, où tout le monde se connaît et où la sécurité semble être un acquis permanent. Les maisons de briques, les pelouses impeccables et la présence majestueuse de l'université Bishops confèrent à ce lieu une aura de sérénité qui rend la violence d'autant plus impensable. C'est ici, sur la rue Downs, dans la maison familiale qu'elle partageait avec son père Leslie, que Rachel avait choisi de bâtir sa vie d'adulte loin du tumulte des grandes métropoles. À 31 ans, elle représentait tout ce que la région produit de plus stable et de plus accompli. Rachel n'était pas une figure éphémère ou une étrangère de passage. Elle était le produit pur de cette terre, une femme dont les racines s'enfonçaient profondément dans le sol québécois et la culture anglo-protestante locale. Sa vie était marquée par une forme de résilience silencieuse. Des années plus tôt, la famille avait été frappée par la perte de sa mère, Hélène Douillard. Ce deuil précoce avait soudé les membres restants de la lignée Wratmal, créant un lien indéfectible entre Rachel et son père, Leslie. Vivre sous le même toit que son père vieillissant n'était pas pour elle une contrainte, mais un choix dicté par une loyauté familiale profonde. Dans cette demeure de la rue Downs, les souvenirs d'Hélène étaient omniprésents, et Rachel y apportait une vitalité et une stabilité qui rassurèrent son entourage. Sa sœur Donna, son beau-frère Lamine Bari et son jeune neveu Abdul complétaient ce cercle intime. Une famille qui, malgré les épreuves passées, semblait avoir trouvé un équilibre protecteur. Sur le plan professionnel, Rachel incarnait la réussite tranquille et le sens du devoir. Employée au sein de Revenu Canada, elle occupait un poste au sein de l'appareil gouvernemental fédéral, une position qui exige non seulement de la rigueur, mais aussi une probité exemplaire et une vérification rigoureuse des antécédents. Chaque matin, elle quittait la rue Downs pour se rendre à son bureau, s'inscrivant dans une routine rassurante de fonctionnaire dévoué. Sa situation socio-économique était enviable, un salaire stable, une sécurité d'emploi et la reconnaissance de ses pairs. C'est d'ailleurs cette stabilité financière et cette honorabilité qui lui permettront plus tard d'assumer le rôle complexe de garante pour son futur époux auprès des autorités de l'immigration. Pour l'administration canadienne, Rachel était la citoyenne modèle, celle dont la parole et les finances pouvaient servir de fondation à l'intégration d'un nouveau venu au pays. Mais c'est sans doute à l'université Bishops que l'empreinte de Rachel était la plus forte. Diplômée de la promotion de 1999, elle portait fièrement l'identité des Gators. Bishops n'est pas une université comme les autres. C'est une institution où les étudiants forment une véritable famille qui perdure bien après la remise des diplômes. Rachel était une membre active de ce réseau, une femme dont le passage sur le campus de Lennoxville avait laissé des traces indélébiles de gentillesse et d'engagement. Elle aimait cet environnement intellectuel et social, et elle y était restée attachée au fil des ans. Cet ancrage académique et social faisait d'elle une figure respectée de la jeunesse éduquée de l'Estrie. On ne pouvait imaginer une cible plus improbable pour un crime de sang. Elle était celle qui aidait, celle qui construisait, celle qui planifiait l'avenir avec une méthode et une douceur
qui faisait l'admiration de ses amis. Dans le tissu complexe de sa vie familiale, un détail mérite une attention particulière pour comprendre le contexte culturel dans lequel elle évoluait. Sa sœur Donna avait épousé Lamine Barry, un homme dont le nom suggère des origines ouest-africaines. Cette ouverture multiculturelle au sein même de la cellule familiale Rathmal explique sans doute pourquoi Rachel, malgré son ancrage très local, n'avait aucune hésitation à s'ouvrir vers l'international. C'est peut-être par ce biais, ou par des relations communes au sein de la diaspora guinéenne, qu'elle a fait la rencontre de celui qui allait devenir son mari, Sow Alpha Oumar Rafiou. Pour Rachel, l'amour ne connaissait pas de frontières, et elle était prête à mettre toute sa force et sa respectabilité au service de cet homme qui vivait alors aux États-Unis. Elle voyait en cette union une chance de construire quelque chose de nouveau, d'élargir ses horizons tout en restant fidèle à ses racines de Lennoxville. Pourtant, cette générosité de cœur allait la placer dans une position de vulnérabilité extrême. Le parrainage d'un conjoint étranger est un processus administratif épuisant, une épreuve de force contre la bureaucratie qui peut durer des années. En tant que répondante, Rachel s'engageait légalement à subvenir aux besoins de Rafiou pendant au moins 3 ans, peu importe l'issue de leur mariage. Elle était devenue sa porte d'entrée vers une vie meilleure, sa seule chance d'obtenir la résidence permanente au Canada, alors que son statut aux États-Unis demeurait précaire. Cette dynamique créait un déséquilibre de pouvoir latent. Rafiou dépendait entièrement de la signature et de la bonne volonté de Rachel pour son avenir légal. Dans l'ombre des collines verdoyantes de Lennoxville, sous le vernis d'une vie de fonctionnaire sans tâche, les enjeux d'une relation transnationale commençaient à peser lourdement. La communauté ne pouvait alors pas savoir que derrière les murs de la maison de la rue Downs, les tensions montaient. On imaginait Rachel heureuse, portée par ses projets et son travail. On la voyait comme cette ancienne étudiante brillante de Bishops, toujours prête à rendre service. Son implication dans la vie locale était telle que, même des années après son décès, son nom continue de résonner à travers une bourse d'études créée en sa mémoire pour aider les jeunes femmes de la région à poursuivre leurs rêves académiques. C'est cette image d'une femme de valeur, solide et aimée, qui rend la tragédie de juin 2007 si insupportable pour ceux qui l'ont connue. Rachel Rathmal n'était pas une victime statistique. Elle était le cœur battant d'une famille et d'une institution. En examinant son profil psychologique et social, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont rapidement compris qu'ils n'avaient pas affaire à une femme à risque. Pas d'addiction, pas de fréquentation douteuse, pas de dette de jeu. Sa vie était un livre ouvert de décence et de travail. La seule variable inconnue, le seul élément de friction dans cette existence parfaitement réglée, était son mariage récent et les complications liées au statut d'immigration de son époux. Alors que l'été 2007 s'installait sur le Québec, Rachel Rathmal se trouvait à la croisée des chemins, entre sa loyauté envers son père, son dévouement à son travail et les promesses qu'elle avait faites à un homme qu'elle connaissait peut-être beaucoup moins bien qu'elle ne l'imaginait. Le décor était planté pour une tragédie qui allait laisser la police perplexe et une ville entière en deuil, une affaire qui, aujourd'hui encore, attend que les zones d'ombre de ce mariage mystérieux soient enfin éclairées par la vérité. Le mariage de Rachel Rathmal et de Sow Alpha Oumar Rafiou, célébré en août 2006, portait en lui les germes d'une complexité que peu de gens dans l'entourage de la jeune femme de Lennoxville pouvaient soupçonner. Ce n'était pas un mariage ordinaire, marqué par la cohabitation et les projets de foyer immédiats. C'était ce que les experts appellent un mariage de distance, une union transfrontalière où l'un des conjoints, Rafiou, demeurait aux États-Unis, tandis que Rachel restait ancrée dans sa routine québécoise. Pendant près d'1 an, leur relation s'était construite à travers des appels téléphoniques incessants, des messages et des visites sporadiques où Rachel franchissait la frontière pour rejoindre cet homme qu'elle avait choisi d'élever au rang d'époux. Mais derrière le romantisme apparent de ces retrouvailles se cachait une pression administrative colossale. En tant qu'employée de Revenu Canada, Rachel connaissait la valeur de la loi et des procédures. Elle s'était engagée dans un processus de parrainage rigoureux, une promesse faite à l'État canadien de prendre en charge cet homme, de garantir sa subsistance et de répondre de lui. Pour Rafiou, dont le statut légal aux États-Unis
était incertain et dont l'avenir en Guinée semblait s'éloigner, Rachel n'était pas seulement une épouse, elle était son passeport, sa sécurité, sa clé pour une vie nouvelle au nord du 45e parallèle. À mesure que les mois passaient, le dossier d'immigration stagnait. Immigration Canada n'avait toujours pas reconnu le statut légal de Raffiou, et l'attente commençait à peser sur le couple. Dans le monde du crime conjugal, les experts soulignent souvent que la période la plus dangereuse pour une femme est celle où l'équilibre du pouvoir bascule, ou lorsque l'un des partenaires commence à remettre en question l'engagement. Si Rachel avait manifesté le moindre doute, si elle avait envisagé de retirer son parrainage, les conséquences pour Raffiou auraient été catastrophiques. L'expulsion, le retour forcé en Afrique, la fin de ses ambitions nord-américaines. La dépendance absolue de l'un envers l'autre créait un climat de tension sourde, invisible pour les voisins de la rue Downs, qui voyaient en Rachel une femme toujours aussi professionnelle et dévouée à son père. La fin juin 2007 allait devenir le point de rupture de cet équilibre précaire. La chronologie des derniers instants de Rachel se dessine dans les archives de la Sûreté du Québec avec une précision glaciale. Nous sommes le jeudi 28 juin 2007. Il règne sur Lennoxville cette lourdeur humide typique de l'été québécois. Dans la maison de la rue Downs, Rachel est seule. Son père, Leslie, s'est absenté, laissant à sa fille la jouissance de la demeure familiale. C'est dans ce créneau de vulnérabilité que le drame va se nouer. Pour un agresseur connaissant les habitudes de la famille, l'opportunité est trop belle. Il n'y aura pas de vitres brisées, pas de serrure forcée. L'assassin est entré comme quelqu'un qui possède les clés, ou comme quelqu'un que Rachel a laissé entrer sans méfiance, peut-être avec l'espoir d'une discussion franche sur leur avenir. Mais la discussion a tourné court. L'enquête révélera que Rachel a été attaquée avec une arme blanche. Le choix de l'arme, un couteau, parle de lui-même aux oreilles des profileurs criminels. Contrairement à une arme à feu qui permet une certaine distance, le couteau exige une proximité physique brutale, un contact peau contre peau, une décharge d'émotion et de rage pure. Chaque coup porté témoignait d'une violence personnelle, d'une volonté non seulement de tuer, mais de détruire celle qui, peut-être, représentait à la fois son seul espoir et sa plus grande frustration. Le silence retombe sur la maison. Pendant que le corps de Rachel repose dans l'obscurité de la demeure, l'assassin ne perd pas de temps. Il sait que le temps joue contre lui. Il s'empare des clés du Jeep Liberty noir de sa victime, un véhicule robuste, idéal pour parcourir les kilomètres qui le séparent de sa liberté. Le trajet de Lennoxville vers Montréal prend environ 1h45. L'autoroute 10, déserte dans la nuit, devient le théâtre d'une fuite désespérée. Le tueur traverse les cantons de l'Est, dépassant Magog, Bromont et Granby, avec une seule idée en tête, atteindre l'île de Montréal, là où la foule et les infrastructures de transport permettent de se fondre dans la masse. Le choix de la destination finale pour le véhicule n'est pas le fruit du hasard. Le Jeep est conduit jusqu'à Dorval, dans le stationnement d'un centre commercial. Pourquoi Dorval? Parce que c'est là que se trouve le cœur des connexions internationales du Québec. À quelques minutes de marche ou de taxi, se trouve l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, mais aussi des gares de train et des terminus d'autobus. En abandonnant la voiture à cet endroit précis, le fugitif laisse une signature. Il quitte la zone, il change de mode de transport, il s'évapore. Le vendredi 29 juin, l'inquiétude commence à gagner les proches de Rachel. Celle qui était d'une ponctualité exemplaire à son travail et qui communiquait quotidiennement avec sa famille ne répond plus. Les appels s'accumulent sur son répondeur, restant sans réponse dans le silence de la rue Downs. C'est finalement un membre de la famille, poussé par un pressentiment sombre, qui décide de se rendre sur place. En ouvrant la porte, il ne trouve pas seulement un cadavre. Il trouve une scène de désolation qui marque la fin d'une époque pour la communauté de Lennoxville. L'appel au 911 est logé et rapidement les gyrophares de la police locale, puis ceux de la Sûreté du Québec, illuminent la rue tranquille. Les techniciens en identité judiciaire, vêtus de leur combinaison blanche, commencent le travail minutieux de prélèvement d'indices. Ils cherchent des traces d'ADN, des empreintes digitales, n'importe quel élément biologique qui pourrait confirmer ce que tout le monde redoute déjà. L'absence de Sow Alpha Oumar Raffiou est immédiatement remarquée. L'époux qui aurait dû être le premier à s'inquiéter
est introuvable. Il ne répond pas aux appels. Il n'est pas chez lui aux États-Unis. Il n'est nulle part. Pour les enquêteurs, le statut de témoin important lui est immédiatement attribué. Un euphémisme policier qui masque une traque d'envergure. On fouille le passé de cet homme, ses relations dans la communauté guinéenne, ses déplacements récents. On découvre alors que le climat entre les époux s'était dégradé, que le rêve canadien de Raffiou semblait s'effriter. Le meurtre de Rachel n'était pas un acte impulsif commis par un rôdeur, mais l'aboutissement tragique d'une relation sous haute tension, où les enjeux de citoyenneté et de survie légale s'étaient mués en un motif meurtrier. Alors que les funérailles de Rachel se préparent à l'église anglicane Saint-Georges, l'enquête s'internationalise. La découverte du Jeep à Dorval confirme que le suspect a eu une avance considérable. Les listes de passagers des vols internationaux partant de Montréal sont passées au peigne fin. A-t-il utilisé son propre passeport? Avait-il un complice pour l'aider dans sa fuite? Les questions se multiplient, mais les réponses tardent. La Sûreté du Québec réalise qu'elle fait face à un homme qui n'a plus rien à perdre et qui connaît les failles des systèmes frontaliers. Le contraste est saisissant. D'un côté, le souvenir d'une femme aimée, honorée par sa communauté et enterrée au cimetière Malvern. De l'autre, l'image floue d'un homme en cavale, un fantôme qui vient de commettre l'irréparable avant de se fondre dans les limbes de l'immigration clandestine ou de l'exil lointain. Le dossier SBK 070629 vient de s'ouvrir et il va rester sur le bureau des enquêteurs des crimes majeurs pendant des années, devenant l'un des cold cases les plus frustrants de l'histoire judiciaire de l'Estrie. La vie de Rachel Ratmal, cette employée modèle et fille dévouée, a été fauchée par celui qu'elle avait choisi de protéger, illustrant avec une cruauté sans nom les risques parfois mortels qui se cachent derrière les promesses de parrainage et les unions malheureuses. L'enquête technique sur le meurtre de Rachel Ratmal allait rapidement devenir un véritable cas d'école pour les spécialistes de la Sûreté du Québec. Dès que le périmètre de sécurité fut établi autour de la résidence de la rue Downs, les experts en identité judiciaire savaient qu'ils ne cherchaient pas seulement un meurtrier, mais une signature émotionnelle et logistique. À l'intérieur de la maison, l'absence de signes de lutte généralisée ou d'effraction indiquait une scène de crime d'une précision chirurgicale et terrifiante. Rachel avait été surprise dans son propre sanctuaire. L'utilisation d'une arme blanche, confirmée par les premières analyses médico-légales, racontait une histoire de proximité brutale. Dans le jargon policier, une attaque au couteau est souvent synonyme de crime de contact. L'agresseur doit être assez près pour sentir le souffle de sa victime, pour voir ses yeux, pour s'imprégner de sa faim. C'est un acte qui demande une dépense d'énergie physique et une rage que l'on retrouve rarement dans les crimes commis par des inconnus. Chaque indice recueilli sur place, des empreintes digitales latentes sur les cadres de portes aux prélèvements biologiques invisibles à l'œil nu, pointait vers une seule et même direction. Un acte commis par quelqu'un qui maîtrisait les lieux et qui avait un compte à régler avec la vie même de Rachel. Pendant que les techniciens s'affairaient à Lennoxville, un autre volet de l'enquête s'ouvrait à plus de 160 km de là, sur l'île de Montréal. La découverte du Jeep Liberty noir de Rachel dans un centre commercial de Dorval allait devenir la pièce maîtresse du dossier. Un véhicule n'est jamais qu'un simple moyen de transport dans une enquête pour meurtre. C'est une capsule temporelle qui contient les mouvements, les odeurs et les traces biologiques du dernier conducteur. En abandonnant le Jeep à Dorval, le suspect a commis une erreur tactique tout en réussissant un coup stratégique. L'erreur fut de laisser derrière lui un objet aussi traçable, rempli d'indices potentiels sur le volant, le levier de vitesse et les pédales. La stratégie, quant à elle, résidait dans le choix du lieu. Dorval est le nœud de transport le plus complexe du Québec. En laissant la voiture là, l'assassin envoyait un message clair aux enquêteurs « Je change de peau ». Les policiers ont immédiatement passé au peigne fin les caméras de surveillance du centre commercial et des environs, cherchant une silhouette, un visage ou la direction empruntée par l'individu après avoir garé le véhicule. L'ombre de Saut Alpha, Oumar Raffiou, planait sur chaque image granuleuse de vidéoprotection. L'analyse géographique de la fuite suggère un sang-froid remarquable. Pour conduire de Lennoxville à Dorval après avoir commis un acte d'une telle violence, il faut une détermination de fer. L'individu a dû emprunter l'autoroute 10,
traversant les ponts qui mènent à Montréal, conscient que chaque minute passée derrière le volant du véhicule de la victime augmentait ses chances d'être intercepté. Le choix de Dorval à un jet de pierre de l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau n'était pas fortuit. C'est l'endroit idéal pour disparaître. Un homme avec les contacts nécessaires et une volonté de s'évaporer pouvait, en l'espace de quelques heures, se trouver à bord d'un vol pour l'Europe, l'Afrique ou même traverser la frontière vers les États-Unis par d'autres moyens. La Sûreté du Québec a rapidement compris que si Raffiou était bien le conducteur, il bénéficiait d'une connaissance des réseaux de transport qui dépassait celle d'un simple touriste. Sa situation d'immigrant en attente de statut lui donnait une conscience aiguë des frontières et de la manière de les contourner. C'est ici que l'enquête a pris une dimension internationale. Le nom de Sow Alpha Oumar Raffiou a commencé à résonner dans les rédactions de journaux bien au-delà des frontières du Québec. Des journalistes guinéens comme Alpha Diallo ont commencé à s'intéresser de près à l'affaire, cherchant à savoir si l'homme avait cherché refuge dans sa communauté d'origine à Montréal ou s'il avait déjà quitté le continent. La police a interrogé des membres de la diaspora, fouillé les registres de transfert d'argent et surveillé les communications internationales. On cherchait un signal, une transaction, un appel qui trahirait sa position. Mais le suspect semblait s'être volatilisé. Le terme témoin important utilisé par la SQ était une invitation à se rendre, une main tendue qui cachait un mandat d'arrêt prêt à être exécuté. Pourtant, aucune réponse ne vint. Le silence de Raffiou était plus éloquent que n'importe quelle confession. C'était le silence de la culpabilité en fuite. Les défis forensiques étaient également immenses. En 2007, les tests d'ADN, bien que performants, nécessitaient des échantillons de qualité et du temps pour être traités. Les enquêteurs espéraient trouver dans le Jeep Liberty une preuve irréfutable de la présence de Raffiou à un moment coïncident avec le meurtre. Ils ont analysé chaque fibre, chaque cheveu trouvé sur les sièges, mais le défi majeur résidait dans le fait que, en tant qu'époux de Rachel, sa présence dans le véhicule ou dans la maison à d'autres moments était légitime. Les experts devaient donc isoler des preuves qui le liaient spécifiquement au crime ou à la période de la fuite. C'est une bataille de détails, un travail de fourmi où l'on cherche à distinguer l'usage quotidien d'un objet de son utilisation criminelle. Chaque jour qui passait sans arrestation augmentait la frustration des enquêteurs et la douleur de la famille Rathmal, qui voyait l'assassin présumé de leur fille s'éloigner de plus en plus de la justice québécoise. Pendant ce temps, à Lennoxville, l'enquête de voisinage révélait peu de choses. Personne n'avait entendu de cris, personne n'avait vu d'étrangers rôder. Cela renforçait l'idée que le tueur était déjà à l'intérieur, protégé par les murs de la maison familiale. La vie de Rachel a été scrutée, passée au crible de l'investigation. Ses courriels, ses appels téléphoniques, ses dossiers à Revenu Canada. On cherchait un motif caché, une menace qu'elle aurait pu recevoir. Mais tout ramenait inlassablement à sa relation avec Raffiou. La pression du parrainage, les délais administratifs d'Immigration Canada et les tensions inhérentes à un mariage de longue distance formaient le cocktail explosif qui avait mené à l'explosion de violence de la rue Downs. L'investigation se heurtait à une réalité amère. La police avait les preuves d'un crime odieux, elle avait un suspect évident, elle avait le véhicule de la fuite, mais elle n'avait plus d'homme à arrêter. La frontière était devenue le complice silencieux du fugitif. Le dossier SBK 07-629-027 n'était pas seulement une affaire de meurtre, c'était devenu une course contre la montre et contre l'oubli. À Dorval, le centre commercial où le Jeep a été retrouvé est resté sous surveillance pendant des semaines, dans l'espoir que quelqu'un revienne ou qu'un témoin se manifeste. En vain, l'enquête entrait dans une phase de stagnation dangereuse, celle où les pistes s'essoufflent et où le suspect gagne du terrain. La Sûreté du Québec savait que sans une arrestation rapide, le dossier risquait de finir sur les tablettes des crimes non résolus. L'expertise forensique avait parlé, Rachel avait été victime d'un proche, une trahison ultime dans le confort de son foyer. Mais la science a ses limites face à un homme qui décide de disparaître du radar de la civilisation. Sow Alpha Oumar Raffiou n'était plus, pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, un simple nom sur un acte de mariage. Il était devenu une énigme,
une ombre projetée sur 2 continents. Originaire de Guinée, en Afrique de l'Ouest, cet homme représentait le chaînon manquant d'une tragédie qui dépassait les frontières du petit quartier de Lennoxville. Pour comprendre sa fuite, il faut plonger dans la psychologie d'un homme dont l'avenir tout entier reposait sur les épaules de la femme qu'il est soupçonné d'avoir tuée. Aux États-Unis, où il résidait avant le drame, sa situation était précaire. Le mariage avec Rachel était son ancre, sa promesse de stabilité dans un monde de procédures d'immigration impitoyables. Mais que se passe-t-il lorsqu'une ancre devient une chaîne? Les criminologues qui se sont penchés sur le dossier suggèrent que la dynamique de dépendance absolue a pu devenir insupportable. Si Rachel, avec sa droiture de fonctionnaire fédéral, avait découvert une irrégularité, ou si elle avait simplement exprimé le désir de mettre fin à cette union de façade, elle ne brisait pas seulement un cœur. Elle brisait une vie, une ambition, un destin. Dans l'esprit d'un homme acculé, le passage à l'acte devient parfois la seule issue perçue pour effacer la source de son échec imminent. La traque de Raffiou a rapidement révélé les limites de la justice internationale. Malgré les efforts de la SQ et l'émission de mandats de recherche, l'homme semblait avoir une longueur d'avance. Le Québec, avec ses vastes forêts et ses frontières poreuses, n'était qu'une rampe de lancement. Une fois le Jeep Liberty abandonné à Dorval, toutes les hypothèses étaient sur la table. Était-il retourné en Guinée, se fondant dans la population de Conakry sous une nouvelle identité? Avait-il repris le chemin des États-Unis, s'évanouissant dans l'anonymat des grandes métropoles américaines où les sans-papiers peuvent parfois vivre des décennies dans l'ombre? Les contacts de la police avec la communauté guinéenne de Montréal et les articles du journaliste Alpha Diallo montraient que l'affaire résonnait jusqu'en Afrique, mais sans jamais mener à une arrestation concrète. La justice se heurtait à un mur de silence et à la difficulté de coordonner une enquête à travers des systèmes judiciaires disparates. Raffiou n'était pas un criminel de carrière, mais sa disparition suggérait une planification ou une chance insolente qui laissait les autorités pantoises. Pendant plus de 10 ans, le dossier SBK 070629-027 a pris la poussière, rejoignant la triste liste des dossiers non résolus. Cependant, un tournant majeur est survenu en 2018. La Sûreté du Québec, poussée par les succès obtenus dans d'autres affaires médiatisées, comme celle de Cédrica Provencher, a annoncé une restructuration majeure de son unité des crimes non résolus. L'équipe est passée de 5 à plus de 25 spécialistes, basés à Boucherville et à Québec. Rachel Wratmal n'était plus oubliée. Son nom a été spécifiquement cité parmi les priorités de cette nouvelle escouade d'élite. Avec l'évolution de la science forensique, des techniques de réanalyse d'ADN beaucoup plus sensibles qu'en 2007 permettaient d'espérer un miracle. Les objets trouvés dans le Jeep Liberty et sur la scène de crime ont été soumis à de nouveaux tests, cherchant cette microtrace, cette cellule de peau, ou ce cheveu que le tueur aurait pu laisser derrière lui dans sa précipitation. Les profileurs criminels ont également repris le dossier, analysant chaque mouvement de la fuite pour tenter de prédire où un homme comme Raffiou aurait pu chercher refuge sur le long terme. Mais au-delà de la traque et de la science, c'est l'héritage humain de Rachel qui continue de briller à Lennoxville. La douleur de son père Leslie et de sa sœur Donna ne s'est jamais éteinte, mais elle a été transformée en une force constructive. L'université Bishops, cette institution qui lui était si chère, a veillé à ce que son nom ne soit pas seulement associé à un rapport de police. Le prix commémoratif Rachel Wratmal 99 est décerné chaque année à une étudiante des cantons de l'Est, perpétuant ainsi les valeurs d'excellence et de persévérance qu'elle incarnait. Ce geste transforme une tragédie absurde en un moteur d'espoir pour d'autres jeunes femmes. De même, les dons versés au CAVAC de l'Estrie en sa mémoire servent à soutenir d'autres victimes d'actes criminels, garantissant que le sacrifice de Rachel serve, au moins, à panser les plaies de ceux qui restent. En 2011, lors d'un discours émouvant à l'église unitarienne, son ami Paraskevi Mazarakiotis rappelait que la lutte contre la violence faite aux femmes était un combat collectif. Rachel est devenue, malgré elle, un symbole de cette cause, une voix qui continue de crier justice à travers le silence des dossiers froids. Aujourd'hui, le mystère de la rue Downs reste entier, mais il n'est pas clos. Sow Alpha Oumar Raffiou
est peut-être loin, peut-être pense-t-il avoir échappé à son passé, mais la technologie et la détermination humaine n'ont pas de date de péremption. Chaque année qui passe rapproche potentiellement les enquêteurs d'un nouvel indice, d'un témoignage tardif ou d'une correspondance génétique inattendue. La Sûreté du Québec maintient sa ligne de dénonciation confidentielle car ils savent que quelqu'un, quelque part, détient l'information qui fera basculer l'affaire. Que ce soit un détail sur les mouvements du Jeep Liberty en juin 2007 ou une localisation actuelle du suspect, aucune information n'est trop petite. La mémoire de Rachel Wratmal mérite que la vérité soit enfin consignée dans le chapitre final de ce dossier. Elle n'était pas qu'une statistique de la criminalité québécoise. Elle était une fille, une amie et une citoyenne dont la vie valait infiniment plus que la violence qui l'a emportée. Nous arrivons au terme de ce dossier sur l'affaire Rachel Wratmal. Son histoire nous rappelle que derrière chaque mystère non résolu, il y a une famille qui attend et une communauté qui refuse de tourner la page. Justice n'a pas encore été rendue, mais le souvenir de Rachel, lui, reste plus vivant que jamais à Lennoxville. Évoque, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le suspect puisse encore être retrouvé après tant d'années? Est-ce que les avancées technologiques de la nouvelle unité des crimes non résolus seront suffisantes pour percer le mystère de Dorval? Partagez vos théories et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue enrichit la discussion et aide à garder ce dossier dans la conscience collective. Merci d'avoir suivi ce récit sur Traces perdues. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce travail d'enquête vous a touché et on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier.